Ce soir, je reçois un profil d'un autre registre. Avec son micro et sa forte voix mélodieuse, il arpente les rues parisiennes et nous berce sur de belles chansons. En tant que touriste, ou peut-être parisien, tu l'as certainement croisé. Sans plus tarder, ce soir, je reçois Edem. Bonsoir Edem, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va et toi? Je vais très bien. Merci de te prêter au jeu et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Edem, pour être exact, Edem Omega. Je suis auteur-compositeur, interprète. Et ça fait quoi? Depuis 2017, je chante dans les rues parisiennes. Voilà, je suis chanteur, quoi. Ok, très Voix, bien. guitare, pop, soul, funk, R&B. Voilà. Ça en fait ça en fait une belle panoplie. On peut dire ça comme ça. Super. Alors, moi, j'ai préparé, on va dire, ce podcast sur plusieurs chapitres. Ouais. Donc, le premier chapitre que j'aimerais aborder avec toi ce soir concerne l'Allemagne. Est-ce que tu peux me dire ou nous dire ton lien avec ce pays? Alors, mon lien avec l'Allemagne a bien choisi. Pour commencer, je suis togolais franco-allemand. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en Allemagne. Je suis parti m'installer en Allemagne en 1998. Okay. J'en ai 34 maintenant, donc on est presque à 30 ans bientôt que je vis ici en Europe. Et l'Allemagne, j'ai fait une partie de ma scolarité là-bas. J'ai grandi là-bas. Et donc forcément, je parle allemand. C'est ma langue maternelle, mis à part l'EV du Togo. Donc oui. Un lien historique de sang et un lien aussi du fait que j'y ai vécu et que j'ai grandi là-bas. D'accord, très bien. Et à quoi ressemble la vie en Allemagne? Est-ce qu'elle est différente, par exemple, de la vie en France? Oui, elle est différente parce que c'est pas le même système de vie. Moi, en tout cas, à l'époque, quand j'ai vécu en Allemagne, j'ai plutôt aimé. On a des appartements spacieux. Après, mes parents avaient aussi ils avaient aussi un boulot qui leur permettait d'avoir un certain train de vie. Tout ce qui est Aldi, Lidl, ça vient de là-bas. Donc du coup, tout ce qui est les produits pas chers, on en trouve d'abord là-bas. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un pays ordonné. On essaye d'être ordonné. Et je pense que c'est ce que j'ai beaucoup apprécié là-bas. Tout est rythmé. La vie, si je dois le comparer à la France, c'est deux mondes différents, quoi. D'accord, très bien. Et toi, tu as vécu dans quelle ville ou quelles sont les villes dans lesquelles tu as vécu en Allemagne? J'ai grandi à Aachen. Je suis resté à Aachen. En français, on dit Aix-la-Chapelle. Ok. Donc, et ça se situe où par rapport à une capitale comme Munich ou Berlin? Alors, par rapport à Berlin, c'est tout l'opposé du coup. On va plutôt parler de Düsseldorf ou de Cologne. Ce sont les deux villes les plus proches. Sinon, pour ceux qui connaissent un peu la région, en fait, ça se retrouve en Nord-Rhénanie, à côté de la frontière belge et des Pays-Bas. D'accord. Et en tant que, on va dire, personne de couleur ou personne multiculturelle, parce que tu as dit en introduction, t'es aussi togolais et français. Est-ce que tu as eu, on va dire, par exemple, des problèmes de racisme ou des difficultés particulières pour t'intégrer? Alors, personnellement, je n'ai pas eu de difficulté à m'intégrer, mais le racisme était présent à mon époque. Alors, c'était, on va dire qu'en Allemagne, c'est un peu, comment dit-on, insidieux. C'est comme un serpent qui fait son chemin. Il faut le comprendre. C'était, par exemple, scolairement, on va décider, ça m'est arrivé une fois. Alors, en Allemagne, le système en primaire, tu comptes de la classe 1 à la classe 4. Donc, je suis arrivé en troisième classe, comme on dit, dritte Klasse en allemand. Et, on avait changé d'école parce que on avait déménagé dans un autre quartier. Et cette école-là, sous aucun prétexte, au fait, on m'a retourné en arrière, alors que j'avais eu des très bonnes notes et tout ça, j'étais excellent à l'école. Et ça, par exemple, c'est une forme de racisme. Mais la manière dont ils vont le mettre en place, ça va être, par exemple, à l'époque, on avait quelque chose qu'on appelle les pédagogues, Schulpädagogen. Ce sont en fait, c'est pas vraiment des psychologues d'enfants, mais en fait, on les utilise pour accompagner les enfants. Mais très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est pour les enfants étrangers
peu importe que tu parles allemand ou pas, on te considérera comme enfant étranger à partir du moment où tu n'es pas blanc et à partir du moment où tu n'es pas allemand. Donc du coup, ben c'est par exemple cette personne-là qui a décidé de ce genre de choses. Des années plus tard, j'ai appris qu'il continuait ce genre de pratique. Des personnes, enfin des jeunes m'ont raconté qu'ils ont été à la même école que moi et que cette personne-là a refait la même chose. Donc ça arrive. Et c'est quoi la motivation qui se cache derrière? Bah en fait, moi je vais pas mentir, j'adore l'Allemagne, mais arrivé à partir de mes 30 ans, je me suis souvenu des traumatismes d'enfants. Ça reste quand même un pays très raciste. Avant, je disais non, c'est faux. Ça reste quand même un pays très raciste. Je dis pas que tous les Allemands sont racistes. Ouais, La bien preuve, j'ai une grande mère allemande blanche, donc c'est pas ça. Mais ils aiment pas les étrangers. Clairement, ils aiment pas les étrangers. Alors, je vais pas dire que c'est pas un pays que je déconseille parce que tu peux très très bien vivre là-bas, tu peux très très bien être intégré là-bas. Mais le truc, c'est que au fait, ça va être un niveau plus haut qui va arriver avec une personne qui a l'allemand comme langue maternelle comme moi. Ça va être Sie sprechen sehr gut Deutsch, für ein Schwarzer. Ce qui veut dire vous parlez très bien allemand pour un noir. Wo haben Sie Deutsch gelernt? D'accord. Où est-ce que vous avez appris l'allemand? En fait, ça va être de l'agressivité passive. Et toi, quand tu n'es pas au courant de ça, quand tu n'es pas assez éduqué par rapport à ça, tu vas croire qu'au fait, on est en train de te complimenter alors que non. Ou par exemple, dans les entreprises, ça va être, ils seront toujours étonnés de voir un noir parler très bien allemand, travailler très bien. C'est-à-dire, c'est la phrase un peu française où on va dire, j'aime pas les noirs, mais toi, je t'aime bien parce que voilà, c'est ça. Est-ce que tu suis les règles, tu te soumets et tu es docile peut-être? On va pas aller jusqu'à là, c'est-à-dire qu'en fait, les stéréotypes ont la peau dure. Les stéréotypes ont la peau dure, c'est par exemple, je vais te prendre un exemple. Quand tu grandis dans une bonne famille comme moi j'ai grandi, si je compare par rapport à mes amis d'enfance noirs, certains vont me dire, mais toi t'es pas un vrai noir. Parce que tu n'aimes pas ceci, cela, etc. Et parce que les blancs, ils ont encore plus ce stéréotype-là, moi je suis finish. Ok. Et t'es parti de l'Allemagne à quel âge? On a quitté l'Allemagne définitivement à partir de l'an 2009. J'avais 18 ans. T'avais 18 ans. Ouais. D'accord. Ok, on va poursuivre un peu plus tard. Et en discutant avec toi, on va dire en apprenant à te connaître, j'ai découvert que tu parles plusieurs langues qui t'ont permis notamment d'exercer différentes activités professionnelles où il faut avoir un minimum de compétences linguistiques. Oui. Et toi, quelles sont les langues que tu pratiques couramment? Il y a Ewe, d'accord, la langue des Ewe au Togo. Ok. Donc, quand je dis Ewe, je vais parler que ce soit le Mina ou les dérivés. Ok. Je les parle, je les comprends. Il y a l'allemand, il y a le français, l'anglais, le japonais. Ça, ce sont des langues dans lesquelles je m'exprime. Alors, le japonais, je dirais pour le japonais, j'ai un niveau d'un étudiant de fac à l'étranger. Après, je comprends l'espagnol. Ouais. Grand regret, j'aurais dû l'apprendre. Et donc, du coup, moi, ce que je peux dire concernant les langues, c'est que moi, j'ai toujours aimé comprendre l'autre. Parce que si tu parles la langue de l'autre personne, tu vas pouvoir arriver à la comprendre et tu vas pouvoir toucher son cœur. Bien évidemment, t'as bien raison. C'est pour ça on dit souvent que la langue peut constituer une barrière si tu ne la maîtrises pas. Exactement. Et elle peut être constituée aussi un élément, on va dire, de rapprochement, d'intégration. Tout à fait. Ok, donc tu parles plusieurs langues. Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie, par exemple, d'apprendre l'allemand, le japonais ou une autre langue? Je pense il faut pas se mettre de barrière. C'est-à-dire, faut pas se dire c'est trop dur. Okay. Si tu dis c'est trop dur, laisse tomber. Moi, le conseil que je donne, il faut pratiquer beaucoup l'oral, en fait. Les gens vont se concentrer, je suis désolé, si j'ai fait des études et que je suis resté scolaire concernant les langues, la première chose, c'est qu'il faut partir de sa zone de confort. Aller vers des personnes qui parlent cette langue. Parler avec ces personnes-là. Ne vous démotivez pas parce que quelqu'un va vous dire « Ah, mais tu parles, comme on fait très souvent ici en France,
tu parles anglais avec quelqu'un et quelqu'un va dire ah mais arrête de faire le mec, genre on s'en fout. Non, tu pratiques. Par exemple, je vais te prendre l'exemple de l'anglais. Moi, l'anglais, à l'école, je détestais l'anglais. Je comprenais vite fait, mais je détestais. Et comme je détestais, j'étais nul en anglais. Jusqu'à ce qu'un jour, une prof me dise, écoutez, Edem, vous parlez déjà plusieurs langues, français et allemand et EV. Ce serait dommage de pas parler anglais. Donc du coup, j'avais commencé à utiliser mon allemand pour parler l'anglais, étant donné que l'allemand et l'anglais sont des langues saxonnes. Oui. On parle anglo-saxon, et pour l'allemand, c'est Sachsen, qui se situe en Allemagne. Donc forcément, en fait, entre ces deux langues-là, il y a des liens. Moi, au début, j'ai utilisé cette passerelle-là, et puis à partir de la fac, je faisais des sorties. Ici à Paris, on a très souvent ça, des événements où justement des gens se rencontrent pour pratiquer des langues. Je faisais ça, et puis au fur et à mesure, en fait, quand je sortais de Paris, qui est une ville très cosmopolite, je passais beaucoup plus de temps avec des personnes étrangères, des touristes. J'ai eu une époque où je rencontrais beaucoup de touristes féminines, et donc du coup, je pratiquais. Je savais que mon niveau n'était pas très bon, mais c'est pas grave en fait. Je pratiquais, on arrivait à se comprendre. À partir du moment où tu es capable de communiquer avec la personne et de comprendre, tu as déjà passé le premier niveau. Et avec le temps, ça va s'affiner. Alors bien sûr, parfois ça passe aussi par regarder des séries. Moi, par exemple, pour travailler mon British accent, j'ai regardé pas mal la série Lucifer Morningstar, parce que l'acteur de cette série-là a un excellent accent. Pour mon accent plutôt américain, j'ai eu pas mal d'influences américaines dans les films et tout ça. Donc aussi, il y a le fait de pratiquer la langue en regardant en VO, sans sous-titres. Et en fait, ça se fait avec le temps. Ça se fait avec le temps. Et puis, à côté aussi, il faut aussi faire l'académique. Parce que, comme tu l'as dit, moi, tu sais, moi, je travaille là, actuellement, par exemple, je suis consultant chez DHL. Je le fais pour le marché allemand, mais en général, on parle en français, en allemand et en anglais. Et je me retrouve toute la journée à gérer des demandes de nos partenaires dans différentes langues. Il faut que je passe d'une langue à l'autre. Donc, forcément, il y a aussi le côté académique où il faut savoir écrire. Mais si tu sais déjà parler, c'est la première étape. Parce que après, pour écrire, écoute, tu pratiques. Ça reste la même chose. Plus tu vas lire, plus tu vas écrire, plus ça va rentrer, quoi. Plus, voilà. Tout à fait. D'accord. Bon, on va passer à au troisième chapitre, du coup, qui concerne le Togo. Quels sont tes liens avec ce pays? Moi, je suis né au Togo. D'accord. Mon père et ma mère sont togolais. Ok. Alors, tu connais l'histoire du Togo, c'était un protectorat allemand. Donc, du coup, il y a eu à un moment, je sais pas, des deux côtés, au fait, il y a eu des mélanges avec des Allemands. Mais moi, je suis né là-bas en 91. J'ai vécu de 91 jusqu'en 98 là-bas, en 97 plutôt, je dirais, là-bas. Et donc, du coup, j'ai fait l'école primaire très tôt là-bas. Et c'est chez moi, en fait. C'est le pays où je suis né. C'est ma maison, quoi. Donc, forcément, je parle la langue Ewe, pour le peuple Ewe. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Et de qui tu tiens ces origines togolaises? Des deux parents, en fait. Parce qu'ils ont des mix togolais comme allemands. Ok. Et donc, c'est après on va dire en griffe, ta petite vie au Togo de quelques années, t'es parti ensuite en Allemagne, c'est ça? Exactement. Donc, t'es parti à quel âge en Allemagne? Je suis parti 7 ans? Ouais, 98, oui, j'avais 7 ans. T'avais 7 ans. Sachant que mon père vivait déjà en Allemagne depuis 93. Ah, d'accord. Ok, très bien. Et pour toi qui es togolais, que penses-tu de la mentalité togolaise? Comment sont les Togolais de manière générale? Bien évidemment, il y a des exceptions. Le but n'est pas de stigmatiser, on va dire, une catégorie de population. Mais en général, quand quelqu'un n'est jamais allé au Togo, à quelle mentalité il devrait s'attendre? Alors, je vais essayer de formuler ça comme ça. Le Togo est hétéroclite déjà. Il faut savoir que au sud, ce sont des Ewe. Un peu plus au nord, ça va être les Kabyais. Et donc, du coup, au fait, c'est une nation assez jeune. Moi, je dirais que le Togo, on a quand même le sens de l'hospitalité. Okay. Après, on reste quand même en Afrique de l'Ouest avec ses réalités du terrain. Bien sûr. Donc, du coup, moi, je dirais que le Togolais, il est plutôt joyeux. Okay. Il est plutôt positif.
Et ça, en fait, je pense qu'en tant que touriste, si tu vas là-bas, tu vas passer un bon moment là-bas. Ok. D'accord. Et est-ce qu'il y a des lieux que tu recommanderais à quelqu'un qui n'est jamais allé au Togo de visiter? Alors, il y a pas mal de lieux. Déjà, faut aller à Palimé, dans les cascades de Palimé. Tu peux aller encore beaucoup plus au nord pour le safari parce que on a des girafes, des lions et tout ça. J'ai jamais vu ça, mais ça existe. Ok. Donc je recommande. Alors après, moi j'ai mes endroits comme le Sunset de Zanzibar, la Villa, la Cabane. Ok, alors je préfère prévenir, c'est plutôt un endroit cosmopolite où justement les mondes se rencontrent. Ça va pas être quelque chose où tu es vraiment avec des locaux 100%. Oui. La plupart des personnes que tu vas croiser là-bas sont soit expatriés, soit des locaux mais qui travaillent avec les expatriés. Mais c'est déjà un premier terrain d'ouverture. Ok. D'accord, très bien. Alors, pour résumer, t'es né au Togo, t'as vécu jusqu'à, on va dire, tes 7 ans, ensuite t'es parti en Allemagne. En Allemagne, t'es resté Je suis jusqu'à resté. la fac, ou t'as terminé même Non, à alors ce qui s'est l'université? passé, ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus compliqué. Mes parents, tu connais les parents, enfin, je vais pas dire africains, mais toi, tu es béninois, donc tu connais les parents de nos nations. On veut la meilleure éducation. Donc, moi, j'ai quitté l'Allemagne en 2009. Ouais. Mais avant ça, déjà, comme j'habitais à la frontière belge, j'ai été scolarisé en Belgique. On m'a même envoyé à l'école en France. Donc, au fait, depuis mon enfance, au fait, ça a été très international. Avant de quitter l'Allemagne, je connaissais très très bien la France. J'ai terminé mon lycée en France. J'ai fait mes études en France. Ah, d'accord. Donc, t'as poursuivi ta Non, formation Ouais. dès le lycée en France. Oui. Donc, t'es arrivé à peu près à quel âge? 16 ans? 17 ans? Alors, je suis pas arrivé parce que j'habitais sur les deux territoires en même temps. J'habitais en Allemagne, mais j'allais à l'école en France. Ok. Ça sera peut-être pour un autre chapitre, si D'accord. tu veux. Et ok, donc t'as pas mal, on va dire, d'expérience en France, parce que t'as vécu pas mal d'années. Mhm. Et toi, quel est ton, on va dire, quelle est ton idée, on va dire, tout simplement, par rapport à la France? Que penses-tu de la France? La France est un pays pour soi dans le sens où, en fait, si on veut ressortir les côtés négatifs, Les deux. je ne finirai jamais. Ok. Mais moi, j'aime bien parler sur les notes positives. Ok. En fait, la France, il faut comprendre la mentalité des Français. C'est vrai que moi, quand les premiers contacts que j'ai eu avec les Français, donc c'est à partir du collège, Ouais. je trouvais que malheureusement dans la culture française, on est très moqueur. Il y a un côté impolitesse. Il y a, j'ai eu du mal à m'adapter au début. Pourquoi, à ton Parce avis? que il y a quand même un choc culturel entre l'Allemagne et la France. À ce point? Pour moi, à mon avis, pour une personne ayant été scolarisée du coup au Togo, en Allemagne, en Belgique, ensuite en France, oui, il y a quand même. Moi, je me souviens au début quand je suis arrivé, mon premier collège que j'ai fait, c'était quoi, Brétigny-sur-Orge, dans le 91, voilà. C'était un choc culturel. C'était un choc culturel parce que la plupart des personnes vivaient en cité. Moi, je ne savais même pas ce que c'était une cité. J'avais un français très académique. On me parlait du verlan. Il y avait déjà des termes qui n'étaient plus dans le français académique que je comprenais pas. Quand on me disait Renoir, je m'énervais. Je disais, mais attends, tu m'appelles pas comme ça. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, on va dire, il va avoir une certaine population en France. J'ai rien contre cette population-là, avec laquelle, au fait, maintenant je connais les codes, ça va, mais parfois ça n'ira pas parce que c'est conflictuel. D'accord. Mais maintenant, allons sur le côté positif. Ouais. C'est un pays où on a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est un pays où aujourd'hui, quand tu as les compétences, tu peux faire des choses. Encore, il te suffit d'avoir la volonté et d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas enlever à la France. Très souvent, les gens vont dire, ouais, mais les Français sont racistes, nanana. Non, 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 non. Tout le monde a sa place en France. Tout le monde a sa place en France. Après, il faut faire ses preuves, comme partout. Moi, je prends mon exemple. J'étais l'entreprise là que je vais bientôt quitter. Je suis rentré là-bas en CDD. J'ai eu l'opportunité pour un CDI. Il s'est passé des choses où j'ai dit, bon, c'est pas pour moi. J'ai dit, écoutez,
je vais juste rester jusqu'au bout de mon CDD et puis partir. Il faut aussi avoir le courage, si on se retrouve dans une situation qui n'est pas à notre avantage ou qui ne nous convient pas, de partir. Et ça, on ne peut pas faire ça dans n'importe quel pays. En France, oui. En France, aujourd'hui, je quitte un taf, demain, j'en retrouve un de mieux. Ok. Et revenons sur ta vie en cité, parce que honnêtement, j'avais pas du tout cette information et je trouve que c'est quand même intéressant d'y revenir. Est-ce que tu penses qu'un enfant qui vit dans une cité a toutes les chances de réussir comme un autre enfant qui vivrait dans le 16e, par exemple? Non, ils ont pas toutes les chances. Parce que moi, je vais dire ça comme ça. Étant donné que j'ai vécu plutôt dans un milieu plutôt privilégié grâce à mes parents, en fait, selon le milieu où tu vis, tu vas être dans un microcosme, dans ton propre univers. Le problème avec les personnes en cité, c'est que ils ont l'impuissance appris. Il y a des choses des réalités dans cité qui se passent que je n'ai jamais vécues, mais qui vont forger le mental d'un enfant. Et à un moment, il va se dire, bah, je vais pas y arriver. La France ne m'aime pas. La France ne veut pas de moi. La personne va mélanger la politique qui est là pour ce qu'elle est avec la vie en tant que telle. Et donc, du coup, la première personne qui va se discriminer, c'est cette personne de cité-là. Par le langage, déjà. Je suis désolé, si tu parles pas en français correct, tu ne peux pas espérer avoir un travail. Non, c'est simple, il faut se le dire. Oui. Et moi, j'ai vu des gamins dealer. Là où mon père avait acheté son appartement, où on a vécu à Villepinte, j'ai vu des gamins dealer en bas de la tour. Oui, mais qu'est-ce ça, qu'il c'est fait? courant. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et lui? C'est que moi, j'ai un père et une mère. Un père qui en a quand même quelque chose dans la tête alors qu'il travaille H24, et une mère. Et j'ai aussi mon histoire derrière qui fait que je ne vais pas me permettre à faire n'importe quoi. Moi, j'ai eu des échecs scolaires. Hein. Moi, j'ai eu mon bac au bout de la 3e fois. Pas parce que j'avais des problèmes, j'ai décidé d'aller travailler. Ma première année de bac, j'ai décidé d'aller travailler au McDo. Mon père m'a dit non. Ma mère m'a dit laisse le faire. Il verra. La première année, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'allais voir ma copine de l'époque à Berlin. J'ai raté mon bac parce que j'allais à moitié. Les week-ends. Ouais, j'allais à moitié en cours. La 2e année, j'ai encore raté parce que j'avais mal au cœur d'avoir raté la 2e année. La 3e année, on m'a changé de lycée parce que mon lycée ne voulait plus de moi. Je suis presque pas allé en cours. J'ai révisé. J'ai pété le bac avec mention. C'est pas mal. J'ai pété le bac avec mention. Je suis rentré dans une formation d'éco-gestion civilisation allemande, une bi-licence. Tu passes en concours d'entrée pour entrer. Et c'est moi-même plus tard, à partir de 2015, j'ai arrêté la fac parce que je voyais d'autres opportunités. Donc, moi, on peut pas venir me parler, oui, je suis en cité, oui, c'est vrai que tu es dans un microcosme. Mais après, c'est à toi tu sais, ça vient d'ici, hein. Si tu as envie d'aller quelque part, tu vas quelque part. Aujourd'hui, les postes que j'ai pu occuper, moi, je me souviens, là, j'ai quoi? J'ai 34 ans. À 20 ans, je rêvais pas, mais à 20 ans, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. C'est pas comme, par exemple, moi, j'ai un petit frère de 21 ans. À 21 ans, il est beaucoup plus loin que moi et mon grand frère, ses grands frères étaient. Mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'il a des grands frères qui lui ont montré l'exemple. Le tout petit, il les a vus aller à l'école, il les a vus aller à l'université. Donc forcément, ça tire vers le haut. Or, dans les cités, qu'est-ce qui se passe? Papa au chômage, maman au chômage. Je vais à l'école, des profs incompétents, on va pas se mentir, dans les cités... dans les cités, les écoles des cités, c'est pas fou, hein. C'est pas le même niveau. Alors que Jean-Marc dans le 16e, j'ai vécu dans le 17e. Je suis désolé, il est dans un lycée qui fait partie du top 10 de France. Ils sont beaucoup moins dans la classe. Il a tout ce qu'il lui faut pour réussir. Là, on lui dit, gamin, juste va à l'école. Et puis c'est terminé. Après les cours, faut pas oublier non plus. Ils ont des précepteurs pour les faire réviser et pour leur apprendre des choses. Donc forcément, pour réussir, c'est beaucoup plus facile pour eux qu'un gars de cité. C'est vrai, mais ça n'excuse pas le gars de cité. Parce que, ok, tu vas dire jusqu'à tes 18 ans, c'est parce que ceci. Mais maintenant, à partir de tes 18 ans, qui va être le responsable de ton échec? On a le droit de faire des échecs, c'est pas ça. Mais si tu croises les bras et tu dis, mais de toute façon, c'est mort pour moi, va pas te plaindre. D'accord, très bien, on a compris. Alors, on va passer sur une autre thématique.
qui te concerne et que certainement tu affectionnes. C'est la musique. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon artiste? C'est quoi un bon artiste? Oula, alors là, tu me poses une colle. Il n'y a pas de bon artiste, il n'y a pas de mauvais artiste. Moi, par exemple, ce que j'aime dans la musique, j'aime bien toucher le cœur des gens. Par exemple, quand j'écoute une chanson, faut que ça me fasse chialer, faut que ça me fasse rire, faut que ça me donne des émotions. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Après, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est ça qui définit un bon artiste. Pourquoi? C'est simple. On va prendre un exemple que j'adore sortir. Aya Nakamura. Je ne suis pas fan d'elle, mais j'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle est dans l'industrie depuis plus de 10 ans. Elle a des détracteurs et tout ça, si tu veux. Mais en attendant, pose-toi la question, pourquoi il y a un public qui l'écoute? C'est parce que même si elle me touche pas moi, elle touche le cœur de d'autres personnes. Et si tu veux, on pourrait définir pour moi, ce qui reste ma définition, c'est-à-dire que je l'impose à personne. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui touche le cœur des gens. La musique est censée adoucir des mœurs. Donc forcément, si ça te donne des émotions comme la joie, la tristesse, parce que parfois il faut sortir sa tristesse, ça devient un bon artiste pour moi. C'est pas la voix, c'est pas quelqu'un qui va chanter comme un dieu. On s'en fout. Si tu chantes comme un dieu, mais tu ne dégages rien, ça ne sert à rien. D'accord. Et toi, d'où te vient cette passion pour la musique? L'Allemagne. L'Allemagne? L'Allemagne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'anecdote? Pour faire court, ma première primaire, Ouais. qui s'appelait Eintrachtstraße, Ouais. j'avais justement un pédagogue, Ok. Herr Olearius. Il avait une tête de Einstein, c'est-à-dire une calvitie ici et des cheveux comme ça. Et en fait, une fois par semaine, je devais partir avec lui pendant 1 heure. En fait, lui, il était là pour faire en sorte que, comme je venais d'arriver en Allemagne, j'avais appris la langue très vite. D'ailleurs, à l'époque, en 6 mois, je savais parler allemand couramment. Ah, Il félicitations. était 6 là. mois. Il était, oui, c'est mon père. Tu connais les parents africains, voilà. Et en gros, lui, il était là pour faire en sorte, il parlait avec moi, ça se passe comment, ton intégration et tout ça. Et il y avait un piano, il jouait au piano. Je voyais jouer au piano, j'étais là en mode, ouais, c'était ma première rencontre avec un instrument. Parce que ce que je note, c'est que jusqu'aujourd'hui, la plupart des enfants n'ont pas accès direct à la musique. Ok. Et moi, à l'âge de 7 ans, j'avais un piano à côté de moi quand on jouait. Il jouait, j'étais là en mode, en fait, quand il me parlait, ça m'intéressait pas ce qu'il disait. À partir du moment où il jouait au piano, j'étais aux anges. Donc c'était le premier déclic. Et puis un voisin m'a donné un piano orgue. Un truc qui fait ça, ça devait peser dans les 15 kilos. Et tous les jours, je prenais ça de la maison pour aller à l'école, de l'école pour aller à la garderie, de la garderie pour aller à la maison. J'avais un attachement à ça. C'est quelque chose qui m'adoucit. C'est quelque chose qui me faisait du bien de faire de la musique. Et donc, ça a démarré là. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as chanté? Du coup, la première fois que j'ai chanté, c'était en 1999. Ouais, t'avais quel âge? J'avais toujours 7 ans. J'allais sur mes 8 ans. Et c'était à une fête de quartier. Alors, faut dire que mon père, c'est un grand mélomane. Il adore écouter la musique. Moi, à l'époque, ça me saoulait, mais si tu veux, la répétition fait maître. Donc, du coup, à un moment, ça rentre dans ta tête. Donc, ils ont demandé, ouais, il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. J'ai chanté une des chansons que mon père écoutait. C'était nul à chier. Les gens, ils ont pas aimé, mais moi, j'ai aimé. T'as aimé parce que c'était ton père ou parce que t'as je pense vraiment que aimé? j'ai aimé ce que j'ai fait. Ouais. Parce que, au fait, il y a cette adrénaline que tu as quand tu vas sur scène. Attends, qu'on comprenne bien. C'est moi peut-être qui ne comprends pas. Là, c'était de toi tu parles. Moi, je suis parti chanter. Oui, c'était toi qui as chanté. Une chanson que mon père écoutait souvent. D'accord. Okay. Mais le public n'a pas apprécié. Ok, le public n'a pas apprécié. et comment tu l'as remarqué? Comment tu l'as? Leur expression, ils n'ont pas forcément dit bouh, mais je l'ai remarqué. C'était pas fou. En fait, c'est comme si aujourd'hui, imagine-toi un garçon de 8 ans qui va à une fête d'école et qui chante, on va dire, du Céline Dion. Ok. C'est pas de l'époque. Bien donc sûr. Forcément, en plus c'était en français, on est en Allemagne. Donc forcément, en fait, les gens, ils ont pas compris. Ils n'ont pas accroché. Ils ont pas accroché. Moi, j'étais là en mode super comme moi. Voilà. D'accord. Et quel a été, toi, t'as aimé, t'as dit que t'as aimé. Donc, t'étais pas déçu de ta prestation. En fait, c'était même pas prestation, c'est qu'en fait, quand tu chantes, je veux te dire la vérité, moi, quand je chante, je suis pas moi-même. C'est,
La musique, c'est la seule drogue que tu peux consommer sans modération. Ok. Qui ne te fera jamais du mal. Je me suis senti high. J'étais là en mode, ah ouais, c'est bien ça. Tu sais, t'as l'excitation qui monte, t'as le track, et là, tu lâches un son et tout ça, tu fais ton truc. C'est super. Tu exprimes quelque chose en toi. Moi, ça m'a fait du bien. D'accord. Et quels sont les instruments que tu sais jouer et que tu utilises souvent lors de tes prestations? J'ai commencé avec le piano, mais malheureusement, je ne joue plus autant de piano comme avant. Oui. Mais sinon, il y a la guitare. Ok. Et puis surtout, mon instrument principal, c'est ma voix, parce que je suis chanteur. Donc c'est surtout la voix. Je vais soit m'accompagner avec la guitare, ou sinon, il y a aussi des instrumentales, des phases A sur lesquelles je peux chanter. Ok. Ok, très bien. Et toi, t'aimes plutôt quel style de musique? Je sais que en introduction, tu as parlé de différents styles de musique, mais est-ce qu'il y a des styles en particulier, toi, qui t'attirent plus ou qui te parlent davantage? Hein, on va être plutôt dans de la soul pop, on va dire Soul ça pop? comme ça. Ok. Soul pop. Ouais. Et est-ce que tu as des modèles? Ah oui, bien sûr. Alors, Lesquels? je vais commencer par qui? Déjà, quand je dis soul pop, je dis pop tout court, il y a Michael Jackson, Ouais. le roi. Le roi qui est mort, mais qui reste quand même roi parce que personne ne le détrônera jamais. Après, t'as du Ray Charles. Déjà, on est déjà plutôt dans du rhythm and blues. T'as Aretha Franklin. T'as James Brown. Grandissant en Allemagne, en fait, on regardait les seules personnes avec qui je pouvais m'identifier, ce sont des Noirs américains. Dans le sens où on regardait beaucoup de films noirs américains. Et donc, forcément, en fait, moi, dès l'enfance, il y a eu ce lien où, en fait, je comprenais pas la langue, mais ils ouvraient la bouche, j'étais là en mode, il se passe quelque chose en moi, ça réveille quelque chose, tu vois. Et donc, ouais. D'accord, très bien. On va passer à un autre chapitre qui est bien évidemment lié au précédent. C'est la street, moi j'ai appelé ça la street music. Street music, oui. Street music, donc Musique de rue, oui. de rue, exactement. Oui. À quel âge, ou est-ce que tu te rappelles à quelle date ou en quelle année tu as chanté pour la première fois dans la rue? Alors, pour moi, l'année officielle, c'est 2017. 2017, En d'accord. gros, je reviens du Japon. Où Ouais. je suis resté 3 mois au Japon. Je suis désolé de te dire, mais c'est très lié. Et au Japon, j'ai fait 5 concerts. Pas dans la rue, mais j'ai eu des plans pour pouvoir faire des concerts. Puis je rentre en France, je dis, mais attends, tu vas à l'étranger, tu arrives à faire de la musique, et en France, t'en fais pas. Donc voilà, j'ai commencé à chanter dans la rue avec mon groupe. J'avais un groupe à l'époque. On a commencé à chanter, et puis je me suis mis aussi à chanter tout seul. Et j'appréciais parce que si tu veux, c'est un autre exercice. Les gens sont pas là pour toi. La vérité, les gens s'en foutent royalement de toi. Tu n'es pas non plus là pour les attirer, pour qu'ils aient... T'es juste là pour t'exprimer, pour partager quelque chose, un sentiment. Et puis, il y a des gens qui vont le prendre, d'autres qui vont pas le prendre. Il y a des gens parfois qui vont venir t'insulter, te dire tu chantes mal, c'est de la merde. Ah oui, ça Ah arrive. oui, ça arrive. T'as des gens qui vont te dire ça. Au contrario, t'as des gens, moi, ces dernières années, plutôt, depuis ces dernières années, t'as des gens qui viennent te dire et te donnent des messages très intimes, comme une dame, par exemple. Moi, je m'en souviendrai jusqu'aujourd'hui. Elle est venue me voir, je pense que j'avais chanté Creep. Elle m'a dit, vous savez, ma petite fille, à son enterrement, on a joué cette chanson. Merci beaucoup d'avoir chanté cette chanson parce que vous me réconciliez avec cet événement. T'as des gens qui viennent te voir et te disent, c'est touchant. tu me fais, tu sers à quelque chose, t'es là pour quelque chose. Et ces dernières années, j'ai très souvent ça. Ah oui, mais t'es là pour quelque chose. Et donc, du coup, en fait, derrière, tu te dis, ça sert à quelque chose de faire ça. Et puis, tu apprends l'humilité aussi en étant dans la rue. Parce que c'est simple, hein, tu pars dans la rue pour chanter. Les gens, comme je t'ai dit, ils t'attendent pas. Il n'y a pas de sous-moyen que tu peux faire. Il n'y a pas de norme. C'est toi et ton être. C'est-à-dire, c'est même pas ta chance. Il n'y a pas de chance là-dedans. Il y a juste le fait que tu t'exprimes. C'est le chanter dans la rue. La rue, c'est la scène ultime qu'on peut faire. Parce que, encore une fois, les gens ne sont pas là pour toi. Donc, du coup, tu passes par la phase où il y a des moments, en fait, les gens vont pas être attirés par ta musique. Mais ce n'est pas de ta faute. Direct. C'est sûr, si en été, tu chantes et t'es sous le soleil, il fait 30 degrés. Tu penses que les gens vont s'arrêter? Il n'y a pas d'ombre.
Ils vont pas s'arrêter, c'est normal. Non, mais non, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Alors que si cette même été-là, tu commences à aller chanter à partir de 18h, 20h, où justement le soleil déjà commence à descendre, il y a plus donc les gens vont t'écouter. C'est-à-dire que en chantant dans la rue, il y a des réalités que tu apprends Oui. et qui te servent. Moi, ça m'a appris, par exemple, en business, c'est plus facile de faire beaucoup d'argent en faisant petit plus petit Oui. qu'en se disant que vas-y, je veux faire gros. Et donc, du coup, 2017 jusqu'à maintenant, moi, ça m'a fait grandir de chanter dans la rue. Ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris à avoir confiance en moi. Ça m'a appris un tas de choses. J'ai eu beaucoup par rapport aux passants qui sont passés. Et ça, c'est quelque chose que tu n'apprendras jamais dans une école. Absolument, absolument. Absolument. C'est pour cela qu'on dit souvent la rue est aussi une autre école, tout simplement. École de la rue. On peut se faire éduquer dans la rue. On peut grandir. On peut se forger une personnalité. Alors, à travers, on le répète à nouveau, quand on dit rue, là, on parle de musique de rue. Oui, bien sûr. Et pas de la rue en tant que telle. On n'est jamais sûr. Non, mais c'est de manière générale, sans précision aucune. Tout à fait, tout à fait. Et dis-moi, d'accord. Et est-ce que la première fois que tu as chanté, c'était où? Est-ce que la première fois dont moi je me souviens, la première officielle où j'ai dit vas-y, on va se mettre, c'était un ami à moi qui était en train de chanter dans le métro Saint-Michel. Ok. Et il a fait une pause, j'ai fait gros, laisse-moi essayer. J'étais là, laisse-moi essayer, tout content en mode même arrogance, j'avais de l'arrogance à l'époque pour la première fois parce que j'étais en mode ouais, je vais faire mieux que toi. J'ai chanté, personne m'a calculé. Ça a donné une baffe à mon ego. mon ego a pris cher. Et au fait, tu continues l'exercice et de plus en plus tu apprends qu'au fait, il ne s'agit pas de toi. Que presque là-dedans, tu n'es rien. Sauf l'instrument de l'art en tant que tel, de la source de l'art en tant que tel. C'est ça ce que tu apprends avec le temps. Si tu es là en mode avec ton ego, je suis le meilleur, non, s'en fout. Non, je suis désolé, tu sais, moi je vais rentrer de chez moi là à 17h, 18h, 20h, je suis dans les transports, je passe, je te vois chanter et t'es là en train de faire ta star, mais va là-bas, tu penses que j'ai le temps pour toi? Alors que quand quelqu'un d'autre est là en train de donner, de partager, de donner sans rien demander en retour, c'est là où ça attire les gens. Ça t'apprend le laisser aller, tu sais, t'es sur un endroit où il y a beaucoup de passages, tout le monde va pas s'arrêter. Mais crois-moi que les gens qui vont s'arrêter, ils vont kiffer. Ils vont te le faire ressentir. Et si toi, tu fais comme si tu chantes dans ta chambre, c'est-à-dire t'es à fond dans ton truc, ils vont encore plus kiffer parce que t'es pas là avec ton regard à regarder à gauche, à droite, donnez-moi des pièces. Les gens, ils ont horreur de ça. Ils ont horreur de ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Il y a eu des fois, j'ai fait des terrasses avec des amis. Mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas de terrasse. J'aime pas chanter et ensuite demander de l'argent pour la musique. Non. Si je dois chanter. C'est par fierté ou non, c'est pas par principe, au fait. Je ne suis pas un mendiant. Même si, par rapport à la musique de rue, les gens pensent que ce sont des mendiants. Je ne suis pas un mendiant. D'accord. Donc, toi, t'es plus dans le partage. Ah oui, il faut. Si tu partages pas, c'est donnant. Si tu partages pas, c'est quand tu vas partager que les choses se passent bien. Si t'es là, t'es déjà passé dans les rues de Paris à voir des gens qui sont en train de chanter et tu vas remarquer, en fait. Le gars, peut-être, il chante pas mal. Mais, crois-moi, on voit il a trop faim, il a trop la dalle. Non. Alors que s'il se concentrait dans ses paroles, il est là, bon, parfois je suis là, je danse, je fais mes petits tours. Je suis là, on dit le gars il fait sa vie tranquillement, genre, il se sent chez lui. Moi aujourd'hui quand je vais dans la rue, je me sens chez moi. Quand je vais dans la rue, je pose mon matériel et tout ça. Par exemple, je commence avec la chanson Elle, Love. Je suis là, je mets l'instrumental, ça passe et là je fais L is for the way you look at me. Oh, tu vois? Les gens sont là, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis là en train de danser, de gesticuler. On voit que je m'amuse. Donc je suis là. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. C'est pas le spectacle, je leur donne un spectacle, c'est que ils voient le truc, ils accrochent directement. Et puis il y a des moments où ils vont moins accrocher parce que c'est comme ça. Ce n'est pas par rapport à toi. C'est ainsi que va la vie, c'est un cycle. Le monde continue à tourner avec ou sans toi. Et ça, c'est la musique de la rue qui m'a appris ça.
Ok, très bien. Et comment on s'organise quand par exemple, on s'apprête à chanter dans la rue? Est-ce qu'il y a une organisation derrière Il y a une et organisation. laquelle? Bah déjà, tu achètes ton matériel. Ouais. Moi, j'ai du très bon matériel, donc on est à Comme quoi? un ampli AER. Ok. On est quoi actuellement? On doit être quoi encore à 700-800 euros. J'ai une batterie plus un inverteur parce qu'en fait le AER n'a pas de batterie intégrée. Ok. Donc forcément il te faut. Moi là maintenant aujourd'hui, je me balade avec une valise de 400 euros. La valise toute seule, elle est de 400 euros. Un micro. Là maintenant je ne prends plus ma guitare. Donc j'ai tout ça, je le fous dans ma valise, je ferme. La veille, vaut mieux ne pas trop sortir, en tout cas ne pas trop boire. Pour les fumeurs, évitez de fumer parce que ta voix ne sera pas à 100%. Dors bien la nuit. Et puis, si c'est le week-end, tu vas te lever un peu tôt. Vaut mieux y aller à 10 heures. N'avoir rien à faire, mais au moins tu as gardé ta place parce qu'il y a des guerres de place, bien sûr. Puis là, voilà, t'es tranquille. Moi, aujourd'hui, je me mets des retours dans mes oreilles hein, en Bluetooth, en Bluetooth, ouais, on va dire ça comme ça, dans mes oreilles. Comme ça, je peux écouter la musique et ma voix. Je suis isolé. Et puis là, c'est bon. Être propre sur soi. Parce que souvent, les gens qui font de la musique dans la rue ne se mettent pas assez en valeur. Comme on dit, l'argent attire l'argent. Si tu es bien habillé, si tu es propre sur toi, ça va t'attirer des bonnes choses. Et puis voilà, ça c'est déjà une préparation. Donc déjà, tu vois qu'il y a une certaine discipline. Si tu veux pouvoir tenir ta journée, tu vas peut-être prendre une bouteille d'eau, mais tu sais que tu es tout seul avec ton matériel. Donc forcément, tu as envie de tenir la journée, tu vas peut-être pas boire beaucoup d'eau. Tu vas jouer 1 heure, 2 heures, peut-être faire une pause, revenir plus tard à un temps stratégique. Et puis selon la saison, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire à ce niveau, selon la Bah, saison. j'ai chanté cet hiver, on était à moins 1, -2. Ok. Et c'est quoi la différence avec l'été? Comment ça se passe? Bah, en fait, en hiver, déjà, en fait, Ouais. il y a moins de chanteurs. D'accord. Et Euh, c'est à cause du froid? ah oui. Ok. Et les gens sont moins réceptifs. Mais ça, c'est un mythe. Les gens sont aussi réceptifs. Mais tu sais quoi, quand il fait Ouais, super parce que je froid, pense que c'est il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui te joue de la bonne musique. Certains vont s'arrêter. Bon, pour certains, il fait trop froid, ils vont pas s'arrêter. Mais voilà. Et en été, la règle, elle est très simple, en fait. Dès qu'il fait du soleil, s'il fait trop de soleil et qu'il fait trop chaud, ça ne sert à rien de chanter dans un endroit trop ensoleillé. Parce que les gens vont pas s'arrêter. D'accord. Ok. Et est-ce que cette passion est rentable? Alors, Est-ce que quelqu'un peut vivre de cette activité ultime, de cette seule... il y a des gens qui en vivent. Ok, et comment ils font? Ah, ils sont organisés. Ils sont organisés. Alors, je vais le dire directement. Tout le monde ne peut pas en vivre. C'est impossible. Il y a des gens qui en Parce qu'il y vivent. en a qui sont mal Jean- organisés. Moi, en 2022, moi, j'ai fait mon argent qu'avec ça. En chantant combien de fois par semaine, par exemple? 5 En jours sur moyenne, 7. 5 Parfois jours 7 sur jours sur 7. Et quand tu restes toute la journée ou tu fais quelques heures? Ben, là, à l'époque, c'était la reprise parce qu'on a eu le Covid et tout ça. Et donc, du coup, moi, à un moment, je me suis retrouvé au chômage en 2022. Et je faisais toute la journée. Mais ça m'a appris à réapprendre les règles, à savoir, voilà. Après, je pense que c'est à chacun de faire son expérience. C'est-à-dire que moi, mon expérience que j'ai dans la rue n'est pas l'expérience que quelqu'un d'autre aura dans la rue. Concernant justement la rentabilité, c'est pas que je ne veux pas dire, je ne vais pas commencer à donner des chiffres ou des idées. Les gens vont se dire, ah, c'est rentable. Non. Non, non, c'est vrai. Je laisse les gens chacun faire son expérience Ouais. parce que ce que j'ai appris avec la musique de rue ou ce que j'ai appris dans la vie en général, c'est que ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour toi. Oui, absolument, absolument, absolument. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans la rue pour chanter alors il aime la musique, il chante dans sa douche, il chante devant ses amis, mais il est bloqué à l'idée de chanter dans la rue. Est-ce que tu as, je sais pas, des tips à donner? Bah, le truc, c'est que, en fait, avant de chanter dans la rue, moi, j'ai aussi fait des scènes, en fait. Ok, J'avais déjà fait des scènes, je suis pas étranger à la scène. La première fois que j'ai fait ma scène, j'avais 7 ans. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de scènes avant de partir dans la rue. Après, en fait, c'est comme toute chose. Il faut se lancer.
J'ai pas mieux conseil que de dire, il faut se lancer. Tu prends ton courage à deux mains. Moi, je me souviens au début, quand je chantais dans la rue, j'avais une trac. Et c'est ceci, et c'est ça. Je me lance. Tu vas jusqu'au bout. Tu répètes, tu répètes. Une fois que tu dois répéter une action un nombre de fois pour que ça devienne une habitude. Ça prend du temps. Vas-y, pas à pas, c'est tout. Moi, je peux pas donner plus de conseils que ça. Il faut se lancer. Une fois que tu t'es lancé, ben, en fait, tu peux plus aller en arrière. Ça sera pas toujours facile. Mais c'est possible. Lance-toi. Il n'y a pas plus de conseils que ça. Lance-toi. Si bien sûr, si tu es timide, il va falloir faire tout un travail. Tu peux pas directement aller dans la rue parce que le regard des autres, ton propre regard. À partir du moment où tu as envie de te chanter dans la rue, tu t'achètes le matériel, tu prépares tes sons parce qu'il faut pas y aller non préparé. C'est des sons que tu sais chanter par cœur. Non, non, sérieux. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre, on me dit, vas-y, chante ça, je connais pas par cœur, je chante parce que je sais comment baragouiner les choses. J'ai de la bouteille maintenant là-dedans. Mais quelqu'un qui sait pas, prépare-toi, prends les trucs, sache que ta première fois sera pas la meilleure. Renseigne-toi pour savoir le matériel qu'il faut acheter et juste garde en tête que les gens sont pas là pour toi. Si ça se passe positivement, c'est bien. Mais dis-toi que ça ne doit pas et ça ne pourra pas toujours se passer comme ça. Mais quand tu dis qu'il faut se préparer, qu'il faut chanter les chansons qu'on maîtrise, oui. J'ai envie de te dire qu'il y en a qui ne maîtrisent pas forcément les chansons, qui, tu vois, par exemple, ils jouent la musique et en même temps ils chantent en, je sais pas comment on appelle ça, avec la musique en arrière fond. Ouais, mais tu peux. En back, je crois. Playback. Playback, merci. Est-ce que ça aussi ça marche? Alors, tu parles de quel genre de playback, par exemple? Je t'explique. Ouais, dis-moi. Tu vois qu'on soit d'accord. Là, en fait, ce que tu es en train de dire, en fait, la personne chante avec un instrumental, c'est-à-dire tu as la musique sans voix dessus. Moi, je te parle avec voix. Il y a avec voix déjà dessus, Ouais. et en plus, ouais. Non, mais alors déjà, dans la rue, il y a personne qui fait ça. Mais par contre, bien sûr, tu as des gens, des performeurs, à un concert qui vont chanter un peu. Encore une fois, ça, c'est le concert. C'est autre chose. Ce que j'en pense, en fait, c'est de l'art, en fait. C'est-à-dire que, en général, quand tu vas dans un concert et tout ça, la plupart des artistes font ça. Ils vont chanter avec du playback. Aujourd'hui, et pourquoi ils font ça? C'est par flemme ou? C'est pas par flemme. En fait, imagine-toi, t'es parti en studio, t'as enregistré des choses et tout ça. Ouais. Et maintenant, en fait, t'es sur scène. Faut comprendre une chose, les artistes studio, les gars qui font de la scène, c'est deux choses différentes. En studio, tu peux faire de la magie. Tout le monde peut devenir Céline Dion en studio. Mais quand t'es en live, ils sont pas forcément aussi forts que ça. Et donc, forcément, le playback leur permet de pouvoir assurer la chose. Mais tout le monde le sait. Et ce n'est pas quelque chose. Avant, quand j'étais plus jeune, je le critiquais. Non, mais en fait, c'est courant. C'est courant. C'est tellement courant que pour moi, personnellement, ça me choque pas. Qui suis-je pour dire, c'est un bon artiste, c'est pas un... Non, non, non. Si lui se retrouve, si les personnes, ses auditeurs se retrouvent, tant mieux pour eux. Je peux pas. Même si demain, je devenais le chanteur le plus connu, le gars qui a écrit l'histoire de la musique du 21e siècle, je n'aurais aucune légitimité à aller critiquer les choix. Non, les choix des autres musicalement parlant, parce qu'en fait, justement, la musique, par définition, c'est le partage et la liberté. Tant que chacun, il y a des trucs qui vont t'attirer, des trucs qui vont pas t'attirer, c'est normal. Mais je ne peux pas dire ce que j'en pense, on s'en fout. Il y a des gens qui écoutent ça. S'il y a des gens qui écoutent ça, c'est que il y a quelque chose qui se passe. C'est pas que je ne veux pas critiquer, hein. J'ai la langue facile pour critiquer. J'ai la langue très facile pour critiquer. Mais c'est pas que ça ne vaut pas la peine. Je ne vais rien rajouter au débat d'intéressant. Alors, on va aborder le dernier chapitre concernant ton expérience à The Voice. Comment cela s'est groupillé? Comment cela s'est passé? Alors, j'ai été contacté. Okay. Parce qu'il y a des gens qui m'ont vu chanter dans la rue. Et puis voilà, j'ai fait le process. Malheureusement, j'ai signé des papiers, ce qui fait que je ne peux pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais pour faire court, c'est une aventure à faire. Ça vous permet à vous d'apprendre des choses sur vous-même. Il faut apprendre à être recentré sur soi-même, se dire que ce n'est pas quelqu'un qui va décider de votre destin, en tout cas ne donnez pas votre destin à quelqu'un d'autre. Faites ce que vous avez à faire. Il arrive qu'on ait des rejets,
Mais on ne vous rejette pas par rapport à vous, à ce que vous êtes. On va vous rejeter parce que vous ne correspondez pas à ce que eux ils cherchent. Et ça, il faut l'accepter. Il faut le laisser passer et prendre le meilleur de ça. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés, qui ont été négligés, qu'on n'a pas vus, et qui plus tard ont fait des excellentes carrières. Et tu prendras n'importe quel télécrochet. Pour la plupart des gens qui ont gagné, on s'en souvient pas. Et ils ne sont même plus dans le grand showbiz. Ils sont dans le showbiz. Ils vont faire des trucs et tout ça, mais en arrière-plan. Donc du coup, c'est une belle expérience. C'est un bon tremplin. Mais faut pas oublier que dans l'art de la musique, le premier fuel, c'est vous. C'est toi qui fais brûler le feu. C'est pas les autres. Voilà. C'est tout ce que je peux dire concernant ça. D'accord. C'est une très belle expérience en tout cas. Donc, tu as été contacté directement parce que il y a certainement des membres de l'organisation qui t'ont remarqué, aperçu. Alors, je vais faire attention aux propos. Non. Ouais. J'ai été remarqué par d'autres artistes Oui. qui connaissaient le directeur de casting. D'accord. Très Qui bien. lui m'a contacté. Et comment cela, je sais que t'as pas envie de rentrer dans les détails, j'entends bien, mais sois rassuré déjà que ce podcast, je pense, sera diffusé après le démarrage de The Voice. Donc, Après mon passage surtout, parce que The Voice a déjà démarré. Ah, ça a déjà commencé. Donc, mais bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment pour avoir une idée de l'envers du décor. Bah, en fait, Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, par exemple, d'être à ta place. bah, Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Quand tu es contacté, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, en fait, je peux pas en parler. Avant, je ne comprenais pas. C'est quelque chose que tu dois vivre. Moi, si je te dis quelque chose là, je vais te dire mon vécu. Et mon vécu, au fait, peut changer. Mon vécu, au fait, ne sera pas ton vécu. Et aussi, il faut comprendre que l'émission change, évolue. Donc, du coup, je ne veux pas mettre une image dans la tête des gens et que quand ils vont faire leur expérience, qu'ils disent non, mais c'était pas du tout ça. Moi, j'ai eu ça. C'est très important. Crois pas que j'ai peur de quelque chose. Tu sais, j'ai la bouche assez facile. C'est juste que maintenant, là où je me retrouve dans ma vie actuellement, la maturité que j'ai atteint actuellement me permet de dire que mon expérience, ça ne sert à rien de rentrer dans des détails parce qu'il va y avoir des biais et tout ça. J'entends bien. Je peux pas leur dire. Ok. Ils doivent découvrir. Mais est-ce qu'au niveau, par exemple, du choix de la chanson, cela se fait? Je peux rien dire. Je suis vraiment désolé. C'est pas que on m'impose de ne pas dire. Je ne peux pas dire. Je laisse les gens découvrir. C'est très important. C'est très important. Oui, mais ça, ils pourront pas le savoir En s'ils fait, sont pas chanteurs. alors, moi, ce que je peux dire aux gens, par contre, c'est que si tu veux faire The Voice, prépare une cinquantaine de chansons que tu sais chanter par cœur, que tu maîtrises parfaitement. Ça, par contre, je peux le dire. Fais une liste de 50 chansons. Alors, on est en France quand même. Donc, dans ces 50 chansons, je te conseille d'en prendre 40 en français et 10 en anglais. Mais par contre, ces 50 chansons-là, tu les maîtrises comme personne. Tu les connais par cœur et tout ça. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner. Oui, mais est-ce qu'on t'impose le choix de la chanson? Je ne peux pas en parler. Je ne vais pas en parler. Ou en général? Quand non, tu fais, je n'en parle. Ta première, c'est pas la première fois que je fais The Voice, oui. Non, pas The Voice, ou même, on va dire, un plateau où tu performes. Est-ce qu'en général, le choix de la chanson est décidé de commun accord ou c'est... Ça peut être décidé de commun accord. Oui. Tu peux aussi faire une proposition, mais comme je te l'ai dit, au fait, ça dépend des situations. Tu peux venir avec une chanson. Moi, par exemple, je suis venu avec ma chanson. Ils ont dit, ouais, ok, c'est là on va faire, on est d'accord. Et puis, voilà, après, il y a eu des choix sur l'interprétation qui ont été faits. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est qu'au fait, c'est pas parce que moi, ça a été comme ça que toi, tu vas te présenter. Ça se trouve, au fait, tu vas présenter une chanson que tu adores. Mais sauf qu'en fait, eux, c'est des experts, ils ont l'habitude d'écouter des gens chanter. Ils vont dire, en fait, ça te correspond pas. On te propose ça plutôt comme chanson. Maintenant, si tu as de la maturité, et de l'ouverture d'esprit, tu vas dire, ok, je vais essayer à 100%. Après, si tu n'as pas assez de maturité, tu vas rester bloqué là-dessus et tu vas dire non, mais ils veulent pas. Donc, quand je dis que je veux pas en parler et que je veux laisser les gens découvrir, c'est pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit ou de cri. Non, c'est pas ça. C'est juste, c'est quelque chose que tu dois découvrir. Tu peux venir préparer. Si tu viens préparer avec
une cinquantaine de chansons, comme je l'ai dit, 40 en français, 10 en anglais, ouais, t'as des bonnes chances. T'as des bonnes chances. Après, il faut pas oublier que c'est de la télévision. C'est du business. Il ne faut rien prendre personnellement. C'est du business. Ta vie ne s'arrête pas à The Voice. Et est-ce que, bon, ok, dernière question à ce niveau, est-ce que tu estimes que le gagnant est toujours celui qu'il mérite, ou c'est plutôt politique? Encore une fois, je vais dire que c'est du business. Je suis désolé de parler comme ça. Il n'y a pas de qui mérite ou qui ne mérite pas. Comme je te dirais, la plupart des gagnants de The Voice, très peu ont fait des grandes carrières. Au contraire, on a eu très souvent des personnes qui ont été éliminées très rapidement, qui des années plus tard ont explosé. Je te prends un exemple, nouvelle star, Uzelt. Aujourd'hui, c'est une grande star, très connue. Donc en fait, c'est pas parce que tu gagnes que tu as gagné. C'est une émission de télé, donc c'est un concept, c'est un télécrochet. C'est pas ça. En fait, là, on est à quelle saison? 14 ou 16, je sais même plus quelle saison on est. Moi, je connais pas la plupart des gagnants. Le seul que je retiens, c'est Slimane, alors que je n'ai jamais regardé, parce qu'à chaque fois on dit gagnant, ancien gagnant de The Voice. Slimane, il y a eu 2-3 personnes qui ont fait carrière, la plupart, les gens s'en souviennent même plus. Donc en fait, tu gagnes. Tu as gagné quoi? C'est pas ça, c'est pas parce que tu as gagné qu'on te met sous les feux de projecteurs que tu vas pouvoir faire une carrière. Ça fonctionne pas comme ça fonctionnait comme ça, tous les gagnants de télécrochet seraient des grandes stars. Non. Oui, c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. Tu peux ne pas gagner. Tu peux avoir fait l'émission, ne pas avoir été diffusée, mais parce que tu bosses, tu crois en ton truc et que tu prends les bons choix au bon moment, ça t'amène au chemin. Donc, en fait, c'est, moi, aujourd'hui, pour moi, de me prononcer là-dessus, en fait, c'est comme de me dire que c'est blanc ou noir. C'est pas blanc ou noir, c'est gris, c'est plus complexe que ça. Ça a plus de rondeur que ça, en fait. Et est-ce que tous ceux qui font le casting sont diffusés à la télé? Parce que personnellement, je non, bien sûr. Alors vu sur toutes les émissions. personnes qui sont passées, on peut pas diffuser tout le monde. Après, il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix qui sont faits. C'est un choix objectif ou c'est plutôt un choix lié au business? Ça, j'en sais rien. Alors, je sais pas si je saurais pas te le dire parce que je suis pas à leur place, en fait. Tu vois, je pourrais estimer, oui, c'est comme ci, comme ça, mais du coup, ça serait de la spéculation. Moi, je prends pas ces décisions-là. Moi, ce que je sais, c'est vrai, il y a des personnes qui sont diffusées, d'autres qui ne sont pas diffusées, mais pour des raisons diverses. Il y a, par exemple, parfois, tu as des personnes, sur les trucs qu'on fait, c'est que on va voir tes réseaux sociaux, si derrière des partis publiés des trucs antisémites, racistes et tout ça, on va pas diffuser. La mission n'a pas envie d'être liée avec ça. Donc, il y a des raisons X et Y que je ne maîtrise même pas. Que eux, justement, ils vont regarder, histoire d'avoir une bonne image et tout ça, qu'il n'y ait pas de scandale, parce qu'il y en a eu. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont diffusées ou pas, et où ça va être aussi des gens, par exemple, en fait, c'est simple, peu importe l'émission que tu fais, tu signes des papiers de confidentialité, tu peux pas dire que tu fais l'émission avant un certain moment. S'ils ont ouvert leur bouche avant, bah, c'est normal qu'ils ne seront pas diffusés, alors que peut-être leur performance est super bien. Moi, je prends mon exemple, par exemple. Moi, quand j'ai fait mon audition à l'aveugle, qui est quoi, la 4e ou 5e étape du casting, ils sont pas retournés. Je l'ai pas mal pris, ça allait, mais quelques semaines plus tard, ça m'a énervé. Et j'ai bloqué toute la team de production. Je les ai débloqués il y a même pas un mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une semaine, là on est quelle date? On est le 13. Oui, le 13. On est le 13 mars. Ouais, ce week-end, ils m'ont rajouté, la team de production a contacté, a rajouté mes comptes des réseaux sociaux. Et j'ai dit, ah merde, ils vont me diffuser. Le 12, c'était hier. Ils m'ont appelé. Oui, tu seras diffusé. Et j'ai dit, ok, pendant qu'on y est, allons-y. Parce que l'eau a coulé sous le pont, et donc, je dis, ouais, why not? Et l'opportunité que ça pourrait aussi me donner. Tu vois ce que je dis ou pas? Ouais, absolument. Absolument. Ok, bah écoute, Edem, on est quasiment à la fin de notre podcast. Encore 2 choses. Je vais te laisser dire ton mot de fin.
et ensuite te laisser nous fredonner, par exemple, une de tes merveilles pour que nos auditeurs ou nos viewers puissent savourer, on va dire, la qualité de ta voix. Ok, un mot de fin. Écoute, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Merci à pour toi. ta confiance, parce que ça devait se faire depuis. Il s'est passé des aléas. Et non, franchement, on a passé un bon moment ici à discuter et continue à faire ce que tu es en train de faire. Force à toi, quoi. Merci. Non, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Les gars, faites ce que vous voulez, vivez votre vie. Je suis personne pour vous donner des conseils, même si je devenais quelqu'un. Vivez votre vie. Voilà. Très bien. Alors, je te laisse Alors, j'ai donner tellement aucune idée de ce que Elvis, une chanson d'Elvis par exemple. Ah bah, je vais vous faire, je vais vous interpréter une chanson que j'avais déjà sortie une fois. Je l'ai enlevée des plateformes, mais bon, j'ai quand même les droits d'auteur de cette chanson, donc je peux la chanter. Est-ce que je la chante ou pas? Non, je sais pas ce que je vais chanter, putain. Ah merde, j'ai une reprise. Attends un instant, ouais, une reprise. Prends ton temps. I hear the crystal raindrop fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbow in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend more time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Ooh, just the two of us. Just the two of us. Building this castle in the sky. Just the two of us. You and I.